Vous avez vu le 4e épisode de True Detective saison 2 Down Will Come, nous aussi. L'intrigue se complique, les personnages se révèlent. Alors on va parler des affaires de Frank, des problèmes d'Annie, des amours de Paul, des silences de Ray et d'une dernière scène qui, sous les balles et les éclats de verre, tente de rivaliser avec le célèbre plan séquence de la saison 1. Bienvenue dans l'After Show. Aujourd'hui, pour parler avec moi, j'ai Caroline Venac de JQ et Alexandre Herveau de Libération. Merci d'être venus. Prenons pas par quel chemin. Parlons de cette dernière séquence. Oui, non, positif, négatif? C'est une séance qui est forcément attendue dès le début de l'épisode, puisqu'on sait qu'on est à l'épisode 4, et donc on s'attend à ce qu'ils essayent de rivaliser avec ce plan séquence de la saison 1. On attend longtemps, parce que l'épisode est quand même lent, assez ennuyeux, voire complètement neurasthénique. Donc quand ça arrive, effectivement, ça nous réveille un petit peu. Il se passe effectivement quelque chose. Il y a une scène d'action, assez coup de poing à la fin, dans les 10 dernières minutes. Moi, je la trouve quand même déceptive, dans le sens où, techniquement, elle ne réitère pas l'exploit de la première saison, qui effectivement était un peu une performance technique qu'on peut trouver gratuite, mais qui en foutait quand même effectivement plein la vue. Bon, là, c'est un peu moins intéressant de ce point de vue-là. Et puis, finalement, cette scène, elle raconte pas grand-chose, si ce n'est qu'on se demande si True Detective, c'est pas en train de devenir l'histoire de flics qui font très mal leur boulot, parce que la manière dont est mené cet assaut, bon, je suis pas spécialiste, évidemment, du travail policier, mais me paraît totalement désastreuse. D'ailleurs, ça se termine par un véritable massacre où eux seuls sont les survivants, comme par miracle. Donc c'est plutôt un échec du point de vue de leur boulot. Ce qui est d'autant plus ironique d'ailleurs que juste avant qu'ils partent dans le commissariat, il y a une référence à Hill Street Blues, je ne sais pas si vous l'avez noté, et du coup il y a 30 ans, Hill Street Blues faisait peut-être déjà mieux sur le travail de la police que True Detective. Bon, moi ça ne m'a pas franchement convaincu. La séquence, elle a du mal à nous intéresser tout simplement parce qu'il n'y a aucun enjeu, c'est-à-dire que les méchants, on ne les a jamais vus, donc ce n'est pas des gens dont on connaît le potentiel menaçant. Les flics, même les rôles principaux, c'est pas comme si on avait énormément d'attaches pour eux au bout de 4 épisodes. Ils auraient dessoudé la moitié du casting, même principal, moi ça m'aurait pas gêné. Surtout qu'en plus, quand on vient à la fin de l'épisode 2 avec Ray, qui était... Oui, c'est ça, ils ont déjà fait le coup Ils ont déjà fait le coup de la mort qui n'en était pas une. Donc maintenant, même si, à moins de se prendre vraiment une bastos en pleine tête où on voit la cervelle sortir, on n'aura jamais peur pour eux de leur sort funeste. Donc ouais, l'aspect un peu irréaliste de la chose avec les armes qui se rechargent automatiquement ou presque, le body count qui monte, bon, c'est totalement irréaliste. Mais après, bon, c'est True Detective, voilà, le réalisme finalement, c'est pas non plus ce qu'on est en droit d'exiger de cette série-là. On n'est pas dans The Wire, clairement pas. Donc moi, c'est pas le côté... violence irréaliste qui va me déranger le plus là-dedans. C'est surtout, il reste donc nos 3 personnages principaux. Et le plus frappant, je trouve, dans cet épisode, c'est qu'il se passe des choses, mais c'est des choses qui sont d'un autre registre, quoi. On a l'impression d'être dans un soap. Moi, j'ai pas eu tant que ça l'impression d'être dans un soap, quand même, parce que bon, c'est pas non plus des rebondissements extrêmement rocambolesques. Hein. Bon, il y a des ébauches, effectivement, de peut-être une histoire d'amour entre Ray et Annie. Il y a l'annonce de la grossesse surprise. Oui, évidemment. Bon, Paul, de toute façon, lui, il est dans un autre film. Je pense qu'il est dans une dramatique télé des années 40 où le héros a tellement de mal à accepter son homosexualité que peut-être il y a des psys, à un moment donné, qui vont venir pour l'interner. Enfin bon, donc lui, il a son truc à lui déjà depuis le début. Moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Toute cette dimension soap, histoire d'amour, pour l'instant, c'est pas suffisamment creusé en plus et présent pour que ça me passionne. Et puis bon, Paul, sa déclaration d'amour à sa petite amie, là, c'est plus une fuite en avant qu'autre chose. Hein. C'est vraiment une manière de continuer à nier ce qu'il est vraiment. Ça va aussi dans le sens du grand thème de l'épisode et de la série en général, qui est cette idée de la filiation et de la procréation ou de la stérilité. Lui, tout d'un coup, il se découvre père potentiel et donc ça le sauve d'une certaine manière, ça fait office de rédemption. Donc ça veut dire que le sexe procréatif aussi est plus valorisé pour lui que ses véritables désirs, etc. Bon, ça file toujours ces métaphores-là. C'est un peu lourd. Mais un peu lourdingue, oui. C'est la demande en mariage la plus glauque dans un diner, avec absolument aucune envie mutuelle, visiblement des deux côtés. Oui, elle a l'air d'avoir un peu peur de lui, en fait. Ouais, mais ça clôt sa journée, enfin, on dirait la folle journée de Paul Woodbury, parce que c'est une accumulation d'embrouilles. Et bizarrement, celle qui le touche le plus, clairement, c'est pas tant le fait d'avoir passé la nuit
avec son ancien camarade de l'armée, c'est pas tant le fait d'avoir cette grossesse surprise, c'est pas tant le fait d'avoir été pourchassé par une meute de journalistes en pied de son hôtel. Ce qui vraiment clairement l'énerve le plus, c'est d'avoir perdu sa moto, enfin d'avoir fait voler sa moto, avec cette succession, cette litanie de fuck qui fait comme ça, et qui, bon, sur le moment m'avait surpris, enfin j'avais trouvé ça un petit peu gros, un petit peu lourdingue, mais en fait quand on y réfléchit, quand on se rappelle un peu des premiers épisodes, c'est vrai que la moto c'était... I like the bike, sir. Voilà, c'est ça, lui c'est chips quoi. C'est le gars qui aime vraiment prendre sa moto pour aller s'échapper au sens propre comme au sens figuré du terme, etc. Et on sent que c'est vraiment la perte qui l'affecte le plus quoi. Et ce qui est plutôt intéressant. Et moi je le trouve plus intéressant quand il est en voiture avec Ray et qui dit en gros je sais plus comment vivre dans ce monde. Voilà, j'ai fait la guerre, je suis sans doute mort là-bas, d'une certaine manière, et ça, pour moi, ça recoupe une thématique plus large de la série, qui est la damnation, en fait, ou le fait que tous ces personnages sont morts, d'une certaine manière, déjà, et qu'ils vivent comme des morts vivants, finalement, et je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent dans la série. Et d'ailleurs, dans un des rares moments, où en tout cas, il y a un aperçu très bref de ce qui a pu être le passé du personnage de Rachel McAdams, c'est quand elle a cet échange avec sa sœur, où, en gros, McAdams s'excuse de ne pas avoir été à ses côtés à une certaine époque, à une certaine période, et où sa sœur lui répond « mais t'étais même pas là pour toi » en fait. Donc on a une sorte de teasing un petit peu sur ce qui a bien dû lui arriver il y a quelques années, etc. Donc, entre Ray qui a clairement pété les plombs après l'agression de sa femme, entre Paul et son expérience militaire, et bon effectivement les trois ont, comme tu disais, sans doute eu quelque chose qui les a détruits de l'intérieur et dont ils essayent tant bien que mal de s'extraire. Après, je trouve que dans la veine symboliste de la série, il y a quand même d'autres choses aussi qui se jouent dans cet épisode. Si on regarde attentivement, il y a pas mal de références aux questions justement de la procréation, de la fertilité, de la transmission, de la filiation, de manière récurrente, que ce soit pour Vince Vaughn et sa femme qui s'interrogent sur l'adoption, et le personnage de Vince Vaughn dit des choses très intéressantes là-dessus. Il dit c'est mes enfants, c'est mes péchés. Oui, donc ça, je peux l'assumer. Par contre, adopter un enfant et donc m'attribuer le deuil et les péchés d'un autre, ça, je ne peux pas. Donc il y a l'idée de ce qu'on transmet aussi. Il y a quelque chose de très beau aussi qui s'échange entre Vince Vaughn et Ray Velcoro. Je donne les noms des acteurs et des personnages alternativement, mais dans le bar où il dit... C'est pas grave. Vince Vaughn parle de Black Rage. Et c'est cette chose aussi là qui se transmet, cette Black Rage qui vient de toujours, des millénaires, et que les hommes et les femmes transmettent à leurs enfants. Alors voilà, qui est peut-être la pauvreté aussi. Il parle du fait que quand on a été pauvre une fois dans sa vie, on l'est toujours. Donc voilà, il y a toutes ces choses, le mal qui se transmet. Et ça c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, et c'est quand même présent. Et c'est pour ça que la série, même si elle m'ennuie beaucoup, continue quand même de m'intéresser à cause de ça. Des fois, on a presque l'impression qu'ils essayent d'insérer ces thèmes-là, limite au forceps, parce qu'il y a quand même cette scène-là qui sort de nulle part entre Colin Farrell et son fils, où il lui transmet le badge de son grand-père pour qu'il pense à lui. On dirait presque des adieux, comme s'il avait déjà des pressentiments. Qui a été relevé sur Internet comme l'adieu batmanesque, parce qu'il disparaît comme Batman. Dans son petit buisson, là, tranquillement. Et c'est vrai que le truc, c'est limite juste pour nous rappeler qu'il y a l'histoire de la garde de son fils et qu'il est père. Mais ça tombe vraiment un peu comme un cheveu sur la soupe, tout en remettant une couche sur le côté filiation, c'est à mon père, maintenant c'est à toi, et tu penseras à moi, etc. Un peu vu le père. Ouais. Mais c'est aussi peut-être parce que Ray ne fait pas grand-chose dans cet épisode. C'est ça, il fallait lui filer une scène. Et puis, Ray, il est totalement inexistant dans cet épisode. Il dort vraiment debout, littéralement. Il est... Voilà, il est assommé. Parce qu'il a arrêté de boire aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Il faut lui reconnaître ça, c'est qu'il est... Quand tu lui dis qu'il a arrêté de boire, d'ailleurs, il est en train de boire une bière. Oui, c'est ça. Pour lui, c'est un milkshake. Par contre, il y a un moment magique avec Ray, c'est le moment où le père de Rachel McAdams lui dit « Je n'ai jamais vu une aura aussi large, aussi incroyable, aussi grande que la vôtre. Vous avez dû avoir des centaines de vies avant ça. » Et d'ailleurs, il n'a absolument aucune réaction quand on lui dit ça. Il est un peu sonné. J'en veux pas une autre, ou un truc comme ça. Je pourrais pas mais bon, enfin, ça n'a pas l'air de le troubler plus que ça. Mais ce que j'aime bien surtout, c'est que l'aura est verte et noire. C'est ça. Donc, allez décrypter ça, le symbolisme du noir et du vert. Mais moi je trouve que c'est un des moments à la fois hilarant et notable de l'épisode. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est
volontairement marrant. C'est pas comme les monologues de Vince Vaughn qui sont parfois marrants au second degré, tellement entre les dialogues et la façon dont il les prononce. Il y a un petit truc sur les scènes de Vince Vaughn. Hein. Moi, j'ai un peu l'impression que ça ressemble à de la parodie de Ingmar Bergman. Oui, ou de la parodie de True Detective, en fait. Je sais pas si c'est la façon dont il sort ses répliques, alors que moi, je trouve que c'est foncièrement un bon acteur en soi, Vince Vaughn. Ou si c'est ses dialogues, je pense que c'est une combinaison de tout ça. On est d'accord, même si on pense que c'est un bon acteur en général, dans cette série-là, dans cette saison-là, c'est un peu catastrophique. Moi, je pense qu'il n'est pas à la hauteur, parce que moi, la surécriture en soi ne me dérange pas nécessairement. Si c'est bien fait, c'est pas un problème. Mais effectivement, il faut qu'il y ait un acteur derrière qui assure à fond, ce qui, je trouve, n'est pas le cas de Vince Vaughn quand même dans cette saison-là. Il n'a pas tout à fait les épaules. Après, moi, à son crédit et au crédit de sa charmante compagne Kelly Reilly, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu intéressant qui est en train de se mettre en place entre eux. C'est-à-dire qu'elle, au début, c'était vraiment la femme trophée qui attend son mec en combinaison de satin sur le canapé à la maison. Et plus ça va, plus le personnage devient intéressant, devient un peu autre chose. Elle le décale un petit peu. Et ce qui est intéressant entre eux, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que c'est un vrai couple. Et ça, moi, ça m'intéresse de voir où ça va aller. C'est un vrai couple, ils s'aiment vraiment, il y a une vraie réciprocité entre eux. Lui n'est pas violent ou avilissant avec elle, ce qui est souvent le cas dans les clichés liés à ce genre de personnage. Même s'il y a de la violence aussi entre eux, mais qui est un peu dans les deux sens. Oui, mais c'est... Elle me fait penser d'ailleurs, le fait qu'elle soit rousse, c'est un hasard complet, mais elle me fait penser justement à la relation entre Jessica Chastain et Oscar Isaac dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Most Violent Year. Voilà, où on voyait qu'au départ, la femme qui était justement un peu la caricature de femme trophée se révèle être limite plus dangereuse, menaçante que son conjoint. Et, c'est Lady Macbeth, quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense que, j'espère qu'elle va encore plus prendre d'ampleur, parce qu'elle en est clairement capable. Il suffit de la voir dans pas mal de films, comme je sais pas, le film d'horreur Eden Lake ou des choses comme ça, où elle est, je pense, une actrice qui est vraiment capable de faire beaucoup plus que les petits regards en coin et les désirs de maternité toutes les 10 minutes. Quoi. Mais on a parlé des personnages, mais on a toujours le même problème. On est quand même au moitié de la saison. On a 4 épisodes et il n'y en a que 8. Et l'intrigue, comme tu disais tout à l'heure, là, on parle des personnages, on parle de leur passé, on parle de la filiation, mais cette enquête, qu'est-ce qu'il en est de cette enquête, de cette histoire, de ce tueur Alors moi, je ne comprends rien. Et toi, tu comprends? Moi, je suis vaguement, mais non, Casper le petit fantôme, là, c'est vrai que... Le truc, c'est ça aussi, c'est que quand même, la mort originelle de toute cette enquête-là, elle n'a d'intérêt que via la mise en scène autour de cette mort. C'est-à-dire que c'est, dans l'épisode 1, la tête d'oiseau du tueur, c'est les mutilations qu'on a fait à Casper, c'est le fait qu'on ait fait trimballer son corps dans une voiture et qu'on ait fait traverser plein de villes, etc. Mais l'identité de cette personne-là en tant que telle, c'est juste un politicien véreux qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Voilà, ça n'a pas la force qu'avait la mort de la première saison de True Detective. C'était une victime. Parce que c'était une victime. Bon, alors, c'est pas une question seulement de sexe, que ce soit une femme ou pas une femme. Mais c'était une victime. Voilà, c'est ça. Là, on sent que le gars est quand même un sacré pourri. Donc en plus, en termes de regrets, bon voilà. Après, on peut quand même réussir à construire une intrigue formidable et prenante et haletante à partir du meurtre d'un pourri. C'est pas un problème. Mais là, on est perdu quand même. Là, on est perdu. On commence aussi à s'en foutre un peu, il faut le dire clairement. On n'a qu'une envie, par contre, c'est de voir on a plus envie, en fait, de voir des corrompus tomber, notamment le maire de Vinci. Voilà, se faire prendre, plus que de résoudre en fait Mais surtout que cette enquête, à la fois c'est dans tous les sens, et en même temps il y a des coïncidences étranges. Le fait que avec la famille Annie, pardon. Non, mais ça c'est limite une faute scénaristique. Enfin, qu'il y ait autant de coïncidences entre la vie d'Annie et l'enquête, c'est vraiment, je trouve complètement aberrant qu'ils aient laissé passer ça. En fait. Enfin, si, il y a quand même une chose que je trouve intéressante et qui diffère un peu de la première saison. Dans la première saison, on était vraiment dans la corruption morale, mais plus d'ordre presque congénital, quoi. Enfin, il y avait vraiment quelque chose dans le sang, le mauvais sang qui... Là, on est plus dans la corruption politique, quand même. On est dans un monde qui est pourri, avec des politiciens, des gens de pouvoir qui sont pourris et avec un monde vicié. Donc, on est dans une autre forme de corruption morale. Ça, je trouve ça intéressant. Mais bon, il faudrait juste qu'on sache un petit peu où on va, quoi. Oui, de toute façon, c'est tout à fait normal que sur une saison de 8 épisodes, c'est à peu près normal. Ce serait inquiétant si, à la moitié, on avait
une vista claire et précise des enjeux et qu'on pouvait presque limite sortir sans se tromper les deux suspects principaux. Voilà, donc c'est normal d'être perdu. Même si c'est pas un whodunit, on n'est pas forcément là pour connaître l'identité précise d'un tueur en particulier. Ouais, on a fait 50% de la saison. Je pense que on verra la semaine prochaine. Et si ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas quand même une avancée significative. Mais en même temps, il y a déjà quand même des théories qui traînent un petit peu, bon, pas autant que l'année dernière parce qu'il y a un peu moins de matière et c'est moins propice à ça, mais on a quand même, il y a une théorie notamment d'un internaute américain qui parle du fait que le masque du tueur de l'épisode 3, on le voit dans une scène quand ils sont sur le plateau de tournage. Alors, moi, je trouve ça particulièrement drôle parce que dans cette scène du plateau de tournage, je trouve surtout c'est que le réalisateur, il ressemble étrangement à Kari Fukunaga, avec lequel Pete Zolaito a eu certains contentieux dans la saison. Donc, est-ce que finalement c'est lui le tueur? Vous pensez qu'il s'est vengé en... ne pas aller jusqu'à en faire le tueur, c'est pas possible, ce serait vraiment énorme. Ça, c'est vraiment la lecture méta ce serait drôle, de la saison, pourquoi pas. Il y a aussi pas mal de gens qui font référence à Judex de Franjus à cause de la tête d'oiseau. On a un internaute qui s'appelle Lilian qui a donné sur notre page YouTube a justement précisé cette corrélation avec la théorie que peut-être sous le masque il y avait Ruth Cole qui venait se venger des corruptions. Ça sera encore un truc méta de la série qui réfléchit sur elle-même et tout, je pense pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne connais pas bien Judex, je ne l'ai pas vu, mais pour ce que j'en sais, il s'agit d'un justicier. C'est c'est un des premiers super-héros. Donc l'idée que ce type soit un justicier, d'une certaine manière, même si c'est un justicier psychopathe qui croit faire la justice alors qu'en fait non, ça irait un peu dans le sens de ce que je disais sur l'idée de la corruption politique, de cette ville pourrie, et de quelqu'un qui voudrait faire justice au milieu de tout ça d'une manière plus ou moins justifiable. En fait, il n'est pas impossible que très rapidement on se prenne je n'irai pas jusqu'à dire d'affection, mais en tout cas qu'on ait envie que notre ami à tête d'oiseau vienne plus souvent, dézingue tout le monde, et qu'à la fin il parte sur la moto de Paul vers le soleil couchant dans une autre ville, quoi. Mais si ça se trouve, ce sera en fait ça à la fin. C'est sûr que c'est pas dans la tête d'oiseau. Ça, c'est l'autre question. Est-ce que finalement c'est un de nos personnages qui est dans la tête d'oiseau? Mais après les théories, moi je trouve que toujours c'est une des parties les plus drôles de discuter et de décrypter une série. Et d'ailleurs, on va vous inviter à nous donner vos théories. C'est à vous dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, de la discussion, de qui est le tueur. Est-ce que Vince Vaughn joue comme une savate? Est-ce que Annie va finir par poignarder quelqu'un avec son couteau parce qu'on l'attendait et elle l'a pas fait? On attend tous vos commentaires, comme vous voyez, on les lit et on y répond. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce format. Quelles autres séries vous aimeriez voir discuter dans l'After Show? Merci et à la semaine prochaine.